En 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont envoyé un seul fusil M1 Garand à l'Union soviétique dans le cadre du programme Lend-Lease. Un seul. Les ingénieurs soviétiques ont éclaté de rire en le recevant. Trop lourd, trop compliqué, totalement inadapté pour leurs soldats. Mais ce rire allait se transformer en quelque chose de complètement différent une fois les tests commencés. Mars 1943. Dans les archives officielles du département de la guerre américain, une ligne presque invisible révèle une décision étrange. Un unique fusil M1 Garand expédié vers Moscou. Pendant que des milliers de tanks Sherman, de camions Studebaker et d'avions traversaient l'Atlantique pour alimenter l'armée rouge, ce fusil solitaire représentait quelque chose de différent. Une démonstration technologique, un test de capacité, peut-être même un pari stratégique. Le M1 Garand était révolutionnaire pour son époque. Conçu par l'ingénieur canadien-américain John Garand et adopté par l'armée américaine en 1936, il avait transformé le visage de la guerre moderne. Mesurant 110 cm et pesant 4,3 kg à vide, ce fusil semi-automatique chambré en calibre 30-06 Springfield représentait un saut technologique considérable. Contrairement aux fusils à verrou qui dominaient encore les champs de bataille européens et du Pacifique, le Garand permettait à un soldat de tirer 8 coups aussi rapidement qu'il pouvait presser la détente sans jamais retirer ses mains de l'arme. Le système à gaz longue course du Garand était son cœur mécanique. Après chaque tir, une partie des gaz propulseurs était redirigée vers un piston situé sous le canon, actionnant automatiquement le mécanisme de rechargement. Le clip en bloc de 8 cartouches se chargeait par le haut, et une fois vide, s'éjectait avec un bruit métallique caractéristique. Le général George Patton l'avait qualifié de « plus grand outil de combat jamais conçu ». Sur les plages de Normandie, dans les jungles du Pacifique, le Garand donnait aux soldats américains une supériorité de feu décisive. Mais pourquoi un seul exemplaire pour l'Union soviétique? Les documents révèlent une logique. Évaluation technique. Les soviétiques produisaient déjà leur propre fusil semi-automatique, le SVT-40 de Tokarev. Ils ne cherchaient pas à acheter des Garand. Washington voulait simplement montrer sa supériorité technologique. Moscou voulait comprendre ce qui rendait les Américains si efficaces au combat. Ce fusil n'était pas une aide militaire, c'était un message codé entre deux puissances alliées qui se méfiaient déjà l'une de l'autre. Le M1 Garand arriva à Moscou via la route arctique, celle des convois PQ qui bravaient les sous-marins allemands et les bombardiers de la Luftwaffe. Protégé dans une caisse militaire standard, accompagné de sa documentation technique et de munitions d'essai, il fut livré au polygone d'essai central de l'armée rouge. Les ingénieurs soviétiques qui déballaient les caisses de chars américains et de véhicules blindés ce jour-là ne savaient pas que ce fusil unique allait déclencher une série d'événements qui influenceraient le design d'armes pour les décennies à venir. Vous êtes passionné par ces histoires militaires méconnues? Écrivez Garand dans les commentaires, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche pour ne rater aucune révélation historique. Le centre de test d'armement de l'armée rouge situé près de Moscou était un monde à part. Des ingénieurs en blouse blanche, des officiers d'artillerie, des armuriers expérimentés, tous se rassemblèrent pour examiner ce fusil américain. La salle résonnait du cliquetis métallique des outils et des conversations en russe. Sur la table d'examen, le M1 Garand brillait sous les lampes industrielles, son bois verni contrastant avec les fusils soviétiques aux finitions plus rugueuses alignés contre le mur. Le colonel Mikhail Petrov souleva le M1 Garand et fronça immédiatement les sourcils. 4,3 kg. Pour comparaison, le fusil Mosin Nagant 1891-30, le cheval de bataille de l'armée rouge depuis 1891, pesait environ 4 kg. Le SVT-40, le fusil semi-automatique soviétique de Fedor Tokarev, introduit en 1940, était encore plus léger à 3,85 kg. Le Garand était donc plus lourd que leurs deux principaux fusils. Les commentaires fusèrent rapidement. Trop lourd pour les marches longues, observa un ingénieur. Le mécanisme semble trop compliqué pour l'entretien de terrain, ajouta un autre. Les soviétiques avaient appris des leçons difficiles en 1941 et 1942. Quand l'opération Barbarossa avait shriké, ils avaient perdu des centaines de milliers de fusils SVT-40.
La production avait dû être abandonnée dans plusieurs usines pour revenir aux Mosin Nagant plus simples et aux mitraillettes PPSH-41. La réalité de la guerre industrielle totale leur avait enseigné une vérité brutale. Dans le chaos du front de l'Est, la simplicité valait mieux que la sophistication. Le système de clip en bloc du Garand provoqua des rires nerveux. Le chargeur était fixe, les 8 cartouches devaient être insérées par le haut via un clip métallique. Une fois les 8 coups tirés, le clip s'éjectait automatiquement avec un ping sonore. Un bruit qui signale à l'ennemi que vous êtes vide, plaisanta un sergent ininstructeur. En comparaison, le SVT-40 utilisait un chargeur détachable de 10 cartouches. Si bien que dans la pratique, les soldats le rechargeaient souvent par le haut avec des clips de 5 cartouches du Mosin Nagant pour économiser les chargeurs rares. Mais c'était la complexité mécanique qui inquiétait le plus les soviétiques. Le M1 Garand comptait plus de 50 pièces mobiles. Son démontage de terrain nécessitait qu'une formation spécifique. Pour une armée qui comptait des millions de conscrits, souvent issus de milieux ruraux avec peu d'éducation technique, c'était un handicap majeur. Les soviétiques privilégiaient la robustesse brute et la facilité d'entretien. Le Mosin Nagant, avec son mécanisme à verrou simple, pouvait être démonté et nettoyé par un paysan après 15 minutes d'instruction. Pourtant, malgré ce scepticisme initial, le colonel Petrov ordonna que les tests complets soient effectués. Les ordres venaient de haut. Staline lui-même suivait de près les livraisons du Lend-Lease. Si les Américains envoyaient ce fusil pour évaluation, il fallait comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui rendait cette arme si spéciale aux yeux de Washington? Les ingénieurs préparèrent donc leur protocole de test. Tir de précision, test d'endurance, fonctionnement en conditions extrêmes, démontage et remontage chronométré. Le M1 Garand allait devoir prouver sa valeur. Le polygone de tir s'étendait sur plusieurs kilomètres, balayé par un vent froid de Mars. Des cibles en bois, des silhouettes métalliques et des bunkers d'observation jalonnaient le terrain enneigé. L'ingénieur en chef, Viktor Alexandrov, chargea personnellement le premier clip de 8 cartouches 30-06 Springfield dans le M1 Garand. Le métal froid contre le métal. Le clip s'engagea avec un clic satisfaisant. Les premiers tirs furent révélateurs. La précision du Garand impressionna immédiatement les observateurs. À 300 mètres, les groupements de tir étaient serrés, constants, prévisibles. Le recul, bien que notable, était gérable grâce à la conception du système à gaz qui absorbait une partie de l'énergie. Un tireur entraîné pouvait maintenir 40 à 50 coups précis par minute. En comparaison, un tireur avec un Mosin Nagant à verrou atteignait péniblement 15 coups par minute dans les meilleures conditions. Ces détails techniques vous fascinent? Partagez cette vidéo avec un ami passionné d'histoire militaire. Les tests d'endurance révélèrent une autre qualité remarquable, la fiabilité. Le Garand continua de fonctionner après 500 coups sans nettoyage, malgré l'accumulation de résidus de poudre. Le système à gaz longue course, avec son piston robuste et son cylindre à gaz bien conçu, résistait à l'encrassement. Les ingénieurs soviétiques notèrent ces observations dans leurs rapports détaillés. Le SVT-40, bien que performant, souffrait de problèmes de fiabilité quand il n'était pas méticuleusement entretenu. Dans le froid extrême de l'hiver russe, avec des soldats épuisés et des conditions de terrain désastreuses, cette différence pouvait signifier la vie ou la mort. Les tests en conditions hivernales furent particulièrement instructifs. À moins 20 degrés Celsius avec de la neige et de la boue gelée, le Garand continua de fonctionner. Les graisses spéciales utilisées par les Américains restaient fluides même dans le froid. Les Soviétiques, qui avaient appris pendant l'hiver 1941-1942 que leur propre lubrifiant gelait, prirent note de cette formulation. Chaque détail comptait. Chaque innovation était étudiée, mesurée, documentée. Mais les Soviétiques identifièrent aussi les limitations. Le poids restait un problème pour les longues marches. La complexité du mécanisme nécessitait des armuriers qualifiés pour les réparations de terrain. Et surtout, la production. Le Garand nécessitait des machines-outils de précision, des aciers de haute qualité et un temps de fabrication considérable. En 1943, les usines soviétiques produisaient des armes par millions. Le Mosin Nagant pouvait être fabriqué 10 fois plus rapidement qu'un SVT-40. Un Garand aurait été encore plus coûteux. Le rapport final fut nuancé. Les Soviétiques reconnurent la supériorité technique du M1 Garand. Sa précision, sa fiabilité et sa cadence de tir en faisaient une arme exceptionnelle pour des troupes bien entraînées.
Mais pour l'Armée rouge de 1943, engagée dans une guerre d'attrition gigantesque contre la Wehrmacht, ce fusil ne correspondait pas aux réalités du front de l'Est. Ils avaient besoin de millions d'armes simples, pas de milliers d'armes perfectionnées. Le Garand retourna dans sa caisse d'origine, accompagné d'un rapport technique de 47 pages. Un document qui allait être lu très attentivement par un jeune sergent armurier nommé Mikhaïl Kalachnikov. Fin 1943, dans un atelier d'armurier soviétique, Mikhaïl Kalachnikov étudiait des dessins techniques. Né en 1919 dans une famille de paysans déportés en Sibérie, Kalachnikov avait appris la mécanique en réparant des tracteurs. Blessé au combat en 1941 comme commandant de char, il avait passé sa convalescence à concevoir des armes. Son premier pistolet mitrailleur, bien que refusé, avait attiré l'attention de la direction principale de l'artillerie. En 1944, on lui donna accès aux rapports techniques les plus sensibles, dont celui sur le M1 Garand américain. Les 47 pages du rapport soviétique sur le Garand contenaient des schémas détaillés du système à gaz. Kalachnikov passa des heures à étudier comment les gaz propulseurs actionnaient le piston, comment la tige d'opération transférait l'énergie au mécanisme de verrouillage, comment le verrou rotatif à 2 tenons assurait le verrouillage solide. C'était une masterclass en ingénierie des armes légères. Les Américains avaient résolu des problèmes que les Soviétiques rencontraient encore avec leur propre design. En 1944, Kalachnikov entra dans une compétition de design avec une nouvelle carabine semi-automatique chambrant la nouvelle cartouche soviétique 7,62-39 mm. Son design était fortement influencé par le M1 Garand. Système à gaz, verrou rotatif, construction robuste. Cette carabine perdit face au design de Sergueï Simonov, qui deviendrait le SKS-45. Mais Kalachnikov avait appris des leçons cruciales. Il avait compris comment adapter les principes du Garand aux réalités soviétiques, simplifier, robustifier, rendre la production plus facile. En 1946, une nouvelle compétition fut lancée pour développer un fusil d'assaut automatique. Kalachnikov sumit un design révolutionnaire. Il combinait le système à gaz du Garand, simplifié et rendu plus robuste. Il utilisait un verrou rotatif à 2 tenons, inspiré directement du design de John Garand, mais avec des tolérances plus larges pour assurer un fonctionnement réable, même sale. Il incorporait un chargeur courbe de 30 cartouches et un sélecteur de tir pour le mode automatique. Ce design deviendrait l'AK-47, le fusil d'assaut le plus produit de l'histoire. L'historien militaire russe Andrei Ulanov a documenté cette connexion dans ses recherches publiées en 2020. Les rapports de test du M1 Garand ont directement influencé Kalachnikov. Le système à gaz longue course, le verrou rotatif, même certains aspects du groupe de détente, tout cela portait l'empreinte du design américain adapté au génie soviétique pour la simplicité et la robustesse. Un seul fusil, envoyé en 1943 pour évaluation, avait planté les graines d'une révolution dans le design d'armes qui dominerait la seconde moitié du XXe siècle. Les Soviétiques n'ont jamais adopté le M1 Garand. Ils n'en avaient pas besoin. Mais ils ont pris ces meilleures idées, les ont adaptées, simplifiées et ont créé quelque chose de neuf. C'est l'ironie de l'histoire. L'arme qui devait démontrer la supériorité américaine a fini par créer son principal rival pendant la guerre froide. Le rire des ingénieurs soviétiques en 1943 gâchait une vérité qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Ce fusil allait changer le cours de l'histoire militaire soviétique. Aujourd'hui, plus de 100 millions d'AK-47 et ses variantes ont été produits. C'est le fusil d'assaut le plus répandu au monde, symbole de révolution, de guerre de libération et de conflits dans plus de 100 pays. Mikhaïl Kalachnikov est devenu un héros national soviétique puis russe, décoré de l'ordre de Saint-André et nommé héros de la Fédération de Russie. Un musée à Ijevsk célèbre son génie créatif. Mais peu de gens connaissent le rôle qu'a joué ce M1 Garand solitaire envoyé en 1943. Les documents du Lend-Lease confirment qu'un seul fusil M1 Garand a été expédié vers l'URSS, avec une unique baïonnette M1905. Pas de commande massive comme pour les 400 000 camions, les 14 000 avions ou les 13 000 chars envoyés aux Soviétiques. Un seul fusil. Mais son impact fut disproportionné par rapport à sa quantité. Ce fusil représentait un transfert technologique involontaire, un pont entre deux doctrines militaires opposées, un catalyseur pour l'innovation soviétique. Le programme Lend-Lease lui-même fut massif. 11,3 milliards de dollars d'aide aux Soviétiques entre 1941 et 1945.
Staline lui-même reconnut en novembre 1943, lors de la conférence de Téhéran, « Sans les machines américaines, nous aurions perdu cette guerre ». Nikita Khrouchtchev confirma plus tard que les camions américains avaient été essentiels pour les offensives mécanisées de 1944-1945. Mais au milieu de ces livraisons massives d'équipements, ce fusil unique passa presque inaperçu. Presque. Les frontières idéologiques de la guerre froide qui allaient bientôt diviser le monde n'empêchaient pas les idées de circuler. Le design d'armes est universel, la physique ne respecte pas les idéologies. Les principes qui rendaient le M1 Garand efficace, système à gaz bien conçu, verrou rotatif robuste, ergonomie réfléchie, étaient applicables partout. Les ingénieurs soviétiques, pragmatiques et brillants, l'ont compris. Ils ont pris ce qui fonctionnait, l'ont adapté à leurs contraintes de production et ont créé quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le M1 Garand est une pièce de collection, un symbole de la Seconde Guerre mondiale américaine. L'AK-47 est encore en production active, utilisée par des armées régulières et des groupes irréguliers sur tous les continents. Le fusil américain a gagné la Seconde Guerre mondiale. Le fusil soviétique qui l'a inspiré a défini la guerre moderne asymétrique. Deux armes, deux philosophies, une connexion historique méconnue. Le rire des ingénieurs soviétiques en 1943 était compréhensible. Ils voyaient un fusil trop lourd, trop complexe, inadapté à leurs besoins immédiats. Ils ne pouvaient pas prévoir que les principes techniques contenus dans ce fusil allaient influencer leur propre innovation. Ils ne savaient pas que ce moment marquait un transfert de connaissances qui transcenderait les alliances temporaires de la guerre pour façonner l'armement mondial des décennies suivantes. L'histoire de ce M1 Garand solitaire est une leçon sur les conséquences imprévues, sur la manière dont les idées voyagent au-delà des frontières, sur l'évolution technologique qui ignore les rivalités politiques. Un fusil, envoyé comme démonstration de force, est devenu un catalyseur pour la révolution des fusils d'assaut soviétiques. Les Américains voulaient impressionner, les Soviétiques ont appris, adapté et finalement surpassé dans le domaine des fusils d'assaut de production massive. C'est l'ironie ultime de cette histoire remarquable. Cette histoire vous a surpris? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à l'énigme militaire pour découvrir d'autres secrets fascinants de la Seconde Guerre mondiale. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines révélations historiques.